Dans cette salle d'audience parisienne silencieuse, seul le bourdonnement des néons rompait le calme pesant. Les mains de Louis Dubois ne pouvaient s'arrêter de trembler. Il serrait le bord de la table des accusés, les articulations blanches, essayant de se stabiliser. Sa seule chemise correcte lui serrait trop le col. Ou peut-être était-ce juste la peur. « Veuillez vous lever », dit l'huissier. Il se leva. La salle bascula légèrement. La porte du juge s'ouvrit. Robe noire, pas mesurée, professionnel, puissant. Louis leva les yeux. Son cœur s'arrêta là. Ah, c'était elle, la femme de la nuit dernière. La femme sur l'autoroute, la femme dont il avait changé le pneu sous la pluie battante. Leurs regards se croisèrent dans la salle d'audience. Son visage était composé, illisible, officiel. Son visage à lui était de pure stupeur, d'incrédulité, de terreur. Ce qu'il avait fait 12 heures plus tôt, ce simple acte de bonté, était sur le point de percuter ce moment de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Cette histoire prouve que parfois, nos gestes, la plupart des gens voyaient Louis Dubois comme un simple visage dans la foule. Un sourire fatigué à l'épicerie du coin, un hochement de tête silencieux à l'arrêt de bus, quelqu'un qui traversait leur journée sans laisser de traces. Mais derrière ce sourire se cachait un homme qui portait un poids que peu de gens pouvaient ne voir. Le réveil sonnait à 5h30, mais Louis était réveillé depuis 4 heures, allongé dans l'obscurité, fixant son téléphone, faisant défiler les offres d'emploi qui disaient malgré toutes la même chose. Bac plus 3 requis ou 5 ans d'expérience souhaitée. Il n'avait ni l'un ni l'autre. Ce qu'il avait, c'était une fille qui dormait dans la pièce à côté et c'était suffisant pour le faire sortir du lit chaque matin. Louis se traîna jusqu'à la cuisine de leur petit appartement de 2 pièces à Créteil. La peinture s'écaillait près de la fenêtre. Le linoléum avait une fissure qui courait de l'évier au couloir, mais c'était propre. Les murs étaient couverts des dessins de Clara. Arc-en-ciel au crayon de couleur, familles en bâton, un éléphant violet dont elle était obsédée depuis ses 5 ans. Il sortit les flocons d'avoine, ajouta de la cannelle. C'était bon marché et elle adorait ça, alors c'est ce qu'il prenait la plupart des matins. « Bonjour, ma princesse », appela-t-il doucement vers sa chambre. Un grognement étouffé lui répondit. Louis sourit. 8 ans et déjà pas du matin. À 7h20, ils marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus à 3 pâtés de maison. Louis partait toujours tôt, regardait toujours jusqu'à ce que le bus jaune disparaisse au coin de la rue. Seulement alors il expirait. « Tant qu'elle est en sécurité, nourrie et qu'elle sourit, murmurait-il. Je m'en sors bien. » Mais il ne s'en sortait pas bien. Louis s'arrêta à l'épicerie du coin sur le chemin du retour. Monsieur Ahmed, derrière le comptoir, lui fit un petit signe de tête, le genre réservé aux habitués qui comptent toujours soigneusement leur monnaie. « Juste du lait aujourd'hui, Louis? »« Oui, juste du lait. » Il sortit une poignée de pièces et quelques billets froissés. Compta 2 fois. 3,47 €. Le lait coûtait 3,29 €. Monsieur Ahmed l'enregistra sans commentaire, mais Louis vit la sympathie dans ses yeux. Il détestait ce regard, non pas parce qu'il n'était pas gentil, mais parce qu'il lui rappelait à quel point sa lutte était visible. En rentrant chez lui, Louis vérifiait son téléphone. Solde du compte. 147,82 €. Loyer dû dans 9 jours. 950 €. Il avait un travail de bricolage prévu pour samedi. Si le client n'annulait pas, ils avaient non déjà annulé 2 fois, il gagnerait peut-être 80 €. Il lui manquerait encore 700 €. Il trouverait une solution, il trouvait toujours. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd que le loyer. Demain matin, 9 heures, tribunal correctionnel de Créteil. Son estomac se nouait chaque fois qu'il y pensait. Il y a 6 mois, Louis avait fait un choix dont il n'était pas fier. Clara avait besoin de fournitures scolaires, cahiers, crayons, calculatrice scientifique pour sa classe de maths. Et elle s'était réveillée un matin avec l'oreille en feu, pleurant de douleur.
La clinique voulait 50 € de participation pour la consultation et 35 € supplémentaires pour les antibiotiques. Louis avait 23 € sur son compte. Alors, il avait écrit un chèque, sachant qu'il n'avait pas provision, se disant qu'il le couvrirait dans 2 semaines quand il serait payé de ses 2 emplois. Et il l'avait fait. 14 jours plus tard, il était entré dans ce magasin et avait remboursé chaque centime, plus les frais d'impayés. Mais le propriétaire du magasin avait porté plainte quand même. « C'est une question de principe », avait dit l'homme. Louis ne pouvait pas argumenter. Ce qu'il avait fait était illégal, stupide, désespéré. Maintenant, il risquait de tout perdre, pas l'appartement, pas l'argent, elle. S'il allait en prison, même pour 30 jours, les services sociaux pourraient prendre Clara, la placer en famille d'accueil. Il avait vu ça arriver à d'autres parents célibataires du quartier. Louis tenait un journal caché dans sa table de nuit. Des lettres à Clara au cas où quelque chose lui arriverait, au cas où elle ait besoin de savoir combien il l'aimait, combien il avait essayé, combien elle était la seule chose qui avait du sens dans sa vie. Il ne pouvait pas la laisser lire ces lettres, pas encore, jamais, s'il pouvait l'éviter. Son téléphone vibra. Un texto du centre communautaire. Toujours d'accord pour l'atelier de samedi? Les enfants ont hâte de vous voir. Louis sourit malgré tout. Chaque dimanche, son seul jour de congé, il faisait du bénévolat en enseignant les réparations de base aux adolescents. Comment reboucher un trou dans un mur, réparer un robinet qui... La pluie cette nuit-là n'était pas juste forte. C'était le genre qui fait disparaître les gens dans leur propre voiture et leur fait oublier le monde extérieur. Mais Louis ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Il était 23h47, dimanche soir. Louis revenait d'un travail de bricolage à 40 km de la ville, refaire une salle de bain, 3 heures de travail, 80 € en liquide plié dans son portefeuille. Autoroute A46, le tronçon rural entre les villes où les éclairages publics disparaissaient et l'obscurité avalait tout sauf ce que vos phares pouvaient atteindre. La pluie martelait son pare-brise. Essuie-glace à pleine vitesse, arrivant à peine à suivre. Visibilité de peut-être 6 mètres. La radio grésillait. Alerte inondation en vigueur jusqu'à 3 heures du matin. Les conducteurs sont invités à éviter les déplacements non essentiels. Louis serra plus fort le volant. Il avait le tribunal dans moins de 10 heures. Il aurait dû être rentré depuis 1 heure. Aurait dû dormir. Mais 80 €, c'était 80 €. Puis ses phares captèrent quelque chose devant. Des warnings qui clignotaient faiblement dans la pluie, pulsations oranges dans l'obscurité. Une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt étroite. Capot ouvert. Vapeur montant malgré le déluge. Louis vit alors la femme, debout d'à côté d'une Mercedes classe S noire. Pas de parapluie, pas d'équipement de pluie. Son tailleur trempé collait à sa silhouette. Elle tenait son téléphone en l'air, cherchant du réseau. Son autre main s'appuyait contre la voiture et elle boitait légèrement. Le pied de Louis passa de l'accélérateur au frein avant que son cerveau ne suive. Il s'arrêta 6 mètres plus loin, warning allumé, et resta assis là un moment. « Tu n'as pas le temps pour ça », se dit-il. Mais il pouvait la voir dans son rétroviseur. Seul, désespéré, le genre de solitude qui rend les gens invisibles. Il connaissait ce sentiment. Louis attrapa sa veste sur le siège passager et sortit dans la tempête. La pluie le frappa comme un mur, froide, implacable. « Madame », appela-t-il en marchant vers elle, « ça va ?» La femme se retourna. La cinquantaine, c'est peut-être, professionnelle, le genre de visage qui appartenait aux salles de conseil, pas sur le bord d'une autoroute à minuit. Sophie Moreau regarda Louis avec épuisement et quelque chose proche du soulagement. « Mon pneu, dit-elle, la voix tendue. Il est complètement déchiqueté, hein. Et mon téléphone? » Elle montra l'écran noir. « J'ai enfin eu du réseau, mais la batterie vient de mourir. » Louis regarda en bas. Le pneu avant-passager était détruit, pas juste à plat.
Le caoutchouc était déchiré, la jante visiblement endommagée. « Depuis combien de temps êtes-vous là? » « Plus d'une heure, dit Sophie. Personne ne s'est arrêté. J'ai essayé de le changer moi-même, mais... » Elle désigna sa cheville. « J'ai glissé sur le sol mouillé. J'arrive à peine à poser le poids dessus. » Louis remarqua son léger penchement vers la gauche, favorisant sa jambe droite. Il jeta un coup d'œil dans la voiture. La banquette arrière avait des boîtes de documents légaux soigneusement empilées. Un sac à vêtements pendait au crochet. À travers le plastique transparent, il pouvait voir du tissu noir, formel d'apparence officielle. Sur le siège passager, une mallette, cuir coûteux, avec des lettres dorées gravées. Mais sous cet angle et dans cette pluie, il ne pouvait pas les lire. « Je dois être quelque part de critique demain matin », continua Sophie. Louis retourna à son camion et sortit sa boîte à outils. Même sous la pluie, tout était exactement où il fallait. Clés organisées par taille, cric hydraulique, câble de démarrage soigneusement enroulé, compresseur d'air d'urgence. Il avait appris il y a longtemps qu'être préparé ne consistait pas à avoir de l'argent. C'était à respecter les outils qu'on avait. « La roue de secours est à plat, » dit-il à Sophie, « et votre jante est trop endommagée pour tenir quoi que ce soit correctement. Mais j'ai un compresseur. Si je peux mettre de l'air dans cette roue de secours et la rafistoler temporairement, ça vous amènera peut-être 15 km. Il y a une station-service 24 heures à 8 km au nord. Ils ont un service de dépannage. » Le visage de Sophie montra un espoir prudent. « Vous pouvez faire ça. »« Je peux essayer. » Louis tira la roue de secours de son coffre, la roula dans l'eau jusqu'aux chevilles jusqu'à son camion et connecta le compresseur portable à sa batterie. La machine ronronna à la vie. Pendant que le pneu se gonflait, il attrapa son kit de réparation, trouva la fuite lente. La pluie rendait tout plus difficile. Ses mains étaient engourdies, le caoutchouc glissant. Mais il avait fait ça avant, dans des parkings à 2 heures du matin pour des voisins qui n'avaient pas les moyens d'aller au garage. Sophie se tenait à proximité, tenant son téléphone pour fournir de la lumière même si la batterie était presque morte. « Vous faites ça souvent? » demanda-t-elle. « Secourir des gens en panne. » Louis enfonça la mèche dans le pneu, scellant la fuite. « Quand je peux, personne ne devrait être seul quand les choses tournent mal. » Le compresseur gémit. Le pneu tint la pression. Il leva les yeux vers elle. « Vous avez de la famille, quelqu'un qui vous attend? » Sophie hésita. « Un fils. Il est à l'université maintenant. Ne s'inquiète plus autant pour moi qu'avant. » « Il ne s'arrête jamais de s'inquiéter, » dit Louis en serrant la valve. « Ils deviennent juste meilleurs pour le cacher. » Elle sourit légèrement. « Vous avez de la famille? »« Une fille, 8 ans. Elle est tout pour moi. » Sophie le regarda travailler, quelque chose changeant dans son expression. « Elle a de la chance de vous avoir. » Les mains de Louis s'arrêtèrent en juste une seconde. « C'est moi qui ai de la chance. » Le pneu était prêt. Il le roula jusqu'à la Mercedes, positionna le cric et commença à soulever la voiture. Ses muscles brûlaient. La pluie continuait. Des voitures passaient occasionnellement, les éclaboussant tous les deux d'eau de route. Personne d'autre ne s'arrêtait. Mais Louis continua à travailler. Il enleva le pneu détruit, la jante endommagée éraflant ses articulations. Du sang mélangé à l'eau de pluie coulant sur ses mains. Sophie vit. « Vous êtes blessé. »« Ça va, » dit Louis. « Presque fini. » Il monta la roue de secours, serra les écrous à la main, puis utilisa la clé en croix pour les sécuriser correctement. La voix de son père résonnait dans sa tête depuis des années. Assez serré pour tenir, pas assez pour arracher. Sentez la résistance. Il n'avait jamais rencontré son père, mais il avait appris cette leçon d'une vidéo YouTube à 2 heures du matin quand son propre pneu avait explosé et qu'il avait 12 € sur son compte. La roue de secours était montée. La voiture était de retour au sol. Mais quand Sophie tourna la clé, rien ne se passa. Clic, clic, clic. « La batterie est morte, » dit Louis. « Les warnings sont restés allumés trop longtemps. » Sophie ferma les yeux, prit une respiration. « Bien sûr. »
C'est bon. Sophie se gara. Louis se gara derrière elle. Elle sortit de sa voiture, boitant mais stable, et marcha vers son camion. Louis baissa sa fenêtre. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Sophie. Sa voix était chargée d'émotion. « Vous m'avez sauvé ce soir. » Louis secoua la tête. « Pas de remerciement nécessaire. Soyez juste prudente en arrivant où vous devez aller. »« Je le serai, » dit-elle, « grâce à vous. » Elle le regarda longuement, le voyant, vraiment le voyant. Un homme bon dans un camion cassé à minuit, quelqu'un qui s'était arrêté quand tous les autres continuaient. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Louis, Louis Dubois. » Elle répéta doucement, s'engageant à s'en souvenir. « Je suis Sophie Moreau. » Ils se serrèrent la main, les siennes étaient douces, manucurées. Les siennes étaient calleuses, saignantes des égratignures de la jante. Elle remarqua ses blessures. « Vous devriez faire nettoyer ça. »« Je le ferai, prenez soin de vous, madame. » Sophie marcha vers le bureau de la station-service où un dispatcheur de dépanneuse l'attendait. Louis regarda jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur. Puis il vérifia l'heure sur son téléphone. 1h43. Tribunal dans 7 heures et 17 minutes. Il mit le camion en prise et rentra chez lui sous la pluie, pensant à Clara, à demain, à l'espoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie pensait déjà à lui aussi. À l'intérieur de la station-service, les néons bourdonnaient au plafond. Le dispatcher passait des appels, organisant pour que la voiture de Sophie soit remorquée à un vrai garage le matin. Sophie ressortit. Louise était encore là, appuyée contre son camion, s'assurant qu'elle allait vraiment bien avant de partir. Elle s'approcha de lui, sortant son portefeuille. « S'il vous plaît, » dit-elle, retirant plusieurs billets. « Laissez-moi vous payer pour votre temps, pour le matériel que vous avez utilisé. » Louis recula, paumes ouvertes. « Je ne peux pas accepter ça, madame. Je ne cherchais pas de paiement. » « Mais votre temps, les fournitures, votre essence, j'aide parce que je peux, » dit Louis fermement mais gentiment. « Pas parce que je devrais recevoir quelque chose en retour. » Sophie regarda l'argent dans sa main. 200 €. Probablement plus qu'il ne gagnait en un jour, peut-être 2 jours. Elle pouvait voir son camion, le scotch tenant le rétroviseur latéral, les taches de rouille, les pneus usés qui avaient probablement besoin d'être remplacés. Au moins, laissez-moi couvrir ce que vous avez dépensé ce soir. Louis secoua la tête. J'apprécie, vraiment, mais ça va. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait 147 € sur son compte, le tribunal le matin, le loyer dû dans 9 jours. Mais accepter de l'argent changerait la nature de ce geste. Ça en ferait une transaction. Et ce n'était pas ça. Un jour, dit Louis, quand vous verrez quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide, vous l'aiderez. C'est un paiement suffisant. Sophie l'étudia. Dans ses années comme juge, elle avait vu des milliers de personnes. Elle avait appris à lire les visages, détecter les mensonges, sentir quand quelqu'un jouait la bonté versus la vivait. Cet homme ne jouait pas. « Alors au moins prenez ça », dit-elle, fouillant dans sa mallette. Elle sortit une carte de visite. Carton ivoire avec lettrage gravé. Louis la prit par politesse et jeta un coup d'œil dans la lumière faible. Sophie Moreau. Le lendemain matin, Louis arriva au tribunal à 8h45, les mains tremblantes, la gorge sèche. Son avocat commis d'office le rencontra dans le couloir, surmené, épuisé. « Premier délit, dit-elle. Il pourrait être clément. » Louis hocha. « Pourrait » ne suffisait pas. Il avait une fille. L'avocate lui serra l'épaule. « Je sais, nous ferons de notre mieux. » Ils s'assirent dans le couloir avec d'autres familles, d'autres avocats, le poids du système pesant sur tous. À 8h58, l'huissier appela « Veuillez vous lever, l'honorable juge Sophie Moreau préside. » Louis se leva, tête baissée, priant. La porte du juge s'ouvrit. Il leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle d'audience. Son visage à elle, composé, illisible, officiel. Son visage à lui, choc, incrédulité, terreur. Sophie prit place au banc. Son expression était parfaitement neutre, professionnelle, le visage de l'autorité. Elle ouvrit d'un dossier, ajusta ses lunettes de lecture.
Affaire numéro 24 CR 8847, dit-elle, voix claire et mesurée. L'État contre Louis Dubois, chef d'accusation. Émission de chèque sans provision. L'avocat de Louis se leva. Votre honneur, la défense est présente et prête. Le procureur se leva également. L'État est c'était prêt, votre honneur. Sophie regarda le dossier, puis Louis. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Pour juste une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, acquiescement. Puis son visage redevint neutre. Avant de procéder, dit Sophie, je dois aborder quelque chose pour le dossier. La salle se tut. Le cœur de Louis s'arrêta. La nuit dernière, j'ai eu une rencontre personnelle avec l'accusé. Des murmures ondulèrent dans la salle. La tête du procureur se redressa. Sophie leva la main. Permettez-moi d'être clair. Vers minuit, mon véhicule est tombé en panne sur l'A86 par temps sévère. Monsieur Dubois s'est arrêté pour m'aider. Il a réparé mon pneu, assuré ma sécurité et a refusé toute compensation. Le procureur se leva immédiatement. Votre honneur, avec tout le respect, ceci crée un conflit d'intérêts clair. L'État demande votre récusation. L'avocat de Louis se leva aussi, plus lentement, incertaine. Louis trouva sa voix désespérée. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Sophie le regarda directement. Monsieur Dubois, saviez-vous qui j'étais quand vous vous êtes arrêté pour m'aider hier soir? Louis se leva, tremblant. Non, votre honneur, je le jure sur la vie de ma fille, je n'en avais aucune idée. Vous m'avez donné une carte de visite, mais je n'ai pas pu la lire sous la pluie. Vous aviez besoin d'aide. Sa voix se brisa. Je ne ferai jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Sophie hocha lentement. Je vous crois, monsieur Dubois. Le temps a rendu la lecture difficile. Sophie ouvrit entièrement le dossier de Louis. Monsieur Dubois, j'ai examiné votre cas. Le 15 mars de cette année, vous avez écrit un chèque de 347 € à la pharmacie centrale, sachant que vous n'aviez pas de provision. Est-ce exact? Louis se leva. Oui, votre honneur. Le chèque était pour les fournitures scolaires de votre fille et une participation médicale? Correct. Oui, madame. Vous avez remboursé le montant total plus les frais dans les 2 semaines? Oui, votre honneur. Dès que j'ai été payé. Sophie hocha, prenant des notes. Le procureur se leva. Votre honneur, bien que l'accusé ait fait restitution, il a quand même commis une fraude. Il a sciemment écrit un chèque sans provision. La loi est claire, indépendamment de l'intention ou du remboursement ultérieur. Il présenta son dossier méthodiquement, cita les statuts, référença les précédents, recommanda la sentence. 30 jours de prison avec sursis, 6 mois de probation, 500 € d'amende. Quand il termina, Sophie se tourna vers Louis. « Monsieur Dubois, vous avez le droit de parler en votre nom. Souhaiteriez-vous le faire? » Louis se leva. Ses jambes se sentaient faibles, mais il se stabilisa. « Votre honneur, je ne vais pas faire d'excuses. J'ai fait un choix dont je ne suis pas fier. » Il prit une respiration. « Ma fille avait besoin de fournitures scolaires et elle s'est réveillée en pleurant avec une otite. La clinique voulait 45 € au total, j'avais 23 €. Sa voix se renforça. Je pensais pouvoir faire le pont pendant 2 semaines, jusqu'à la paix. J'avais tort. J'aurais dû demander de l'aide, aurais dû emprunter de l'argent, aurais dû faire n'importe quoi d'autre. Louis regarda directement Sophie. J'ai remboursé aussi vite que possible, mais je ne vous demande pas d'oublier ce que j'ai fait. Je demande juste que vous me laissiez continuer à être son père. Sa voix se brisa. Elle est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'elle a. La salle était silencieuse. Le visage de Sophie restait composé, mais ses mains s'étaient immobilisées. La cour va prendre une brève pause, dit-elle. 15 minutes. Elle se leva. Tout le monde se leva. Sophie sortit vers ses appartements. Louis s'assit, tête dans les mains. Son avocat posa une main sur son épaule. « C'était bien. Tu as été honnête. Mais je ne sais pas dans quel sens elle va aller. » 15 minutes parurent 15 heures.
Quand Sophie revint, Louis se prépara au pire. « Veuillez vous lever. » La salle se leva comme un seul homme. Sophie entra, ses robes flottant derrière elle, et prit place au banc. « Veuillez vous asseoir, » dit Sophie. La pièce se calma dans un silence tendu. Sophie regarda ses notes, puis Louis. « J'ai considéré les faits présentés, la loi telle qu'elle s'applique, et les preuves de caractère dans cette affaire. » Elle fit une pause. « Monsieur Dubois, ce que vous avez fait était illégal. La loi existe pour protéger le commerce et maintenir la confiance dans nos systèmes financiers. Écrire un chèque sachant que les fonds sont insuffisants constitue une fraude, indépendamment des circonstances. » L'estomac de Louis chuta. Cependant, continua Sophie, la loi accorde également au juge une discrétion dans les sentences. Discrétion basée non seulement sur le crime, mais sur « Veuillez vous lever ». Sophie se leva, mais avant de partir, elle dit « Monsieur Dubois, veuillez rester. J'aimerais vous parler brièvement dans mes appartements. » La salle bourdonna de chuchotements. L'avocat de Louis avait l'air confus. C'est inhabituel. 5 minutes plus tard, Louis et son avocat étaient assis face à Sophie dans ses appartements. Elle avait retiré sa robe. « Ce dont je vais parler est séparé de ma capacité judiciaire, » commença Sophie. « Je veux être absolument clair à ce sujet. Ceci n'a rien à voir avec votre affaire, qui est maintenant conclue. » Louis hocha confus. Sophie ouvrit son ordinateur portable, le tourna vers lui. « Hier soir, vous m'avez dit que vous faites du travail de bricolage. Vous avez clairement des compétences, mécanique, résolution de problèmes, enseignement. » Elle afficha un site web. « Je siège au conseil d'administration d'une association à but non lucratif, appelée Seconde Chance Construction. Nous rénovons des maisons pour des familles à faible revenu et formons les gens aux métiers qualifiés. » Louis se pencha vers l'avant. Des photos de gens en casque, des maisons en reconstruction, des familles souriantes. « Nous avons une ouverture, » dit Sophie. Coordinateur principal de formation, enseigner la réparation domiciliaire, gérer de petites équipes, encadrer des personnes sortant de circonstances difficiles. Elle afficha une description de poste. Le salaire est de 52 000 € annuels. Avantages complets. Horaire de semaine, 8 h à 17 h. Pas de soir, pas de week-end. Louis fixa l'écran. Les chiffres semblaient impossibles. « Votre honneur, Pourquoi feriez-vous ça? » « Parce qu'hier soir, vous m'avez montré exactement qui vous êtes, » dit Sophie. « Et parce que je sais ce que c'est que de lutter et d'avoir quelqu'un qui vous donne une chance. » Elle se pencha en arrière. « Il y a 20 ans, j'étais mère célibataire travaillant comme greffière juridique pour 28 000 € par an, de salaire en salaire, essayant d'élever mon fils seul. » Louise écouta, la voyant différemment. Un associé principal a vu quelque chose en moi, a payé ma préparation au concours d'avocat, m'a encadré à travers la faculté de droit pendant que je travaillais à plein temps, a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. La voix de Sophie était stable mais émotionnelle. « Je ne serais pas ici sans cette chance. J'ai passé ma carrière à essayer de le rendre. » Elle glissa un dossier sur le bureau. « Ce n'est pas de la charité, Monsieur Dubois. C'est un investissement en quelqu'un qui a déjà prouvé sa valeur. Nous avons besoin de gens qui comprennent la lutte, qui ont de l'intégrité, qui peuvent enseigner non seulement les compétences, mais le caractère. » Louise ouvrit le dossier. Formulaire de candidature, package d'avantages, calendrier de formation. Ses mains tremblaient. « Je ne sais pas quoi dire, » chuchota-t-il. « C'est plus que ce dont j'aurais pu rêver. » « Dites que vous y réfléchirez, » dit Sophie. « Parlez à votre fille. Le poste est à vous si vous le voulez, sans condition. » Louis leva les yeux vers elle, des larmes tombant. « Juge Moreau, je pensais que j'allais tout perdre aujourd'hui. Je pensais que j'allais la perdre. » Les yeux de Sophie étaient brillants. « Vous ne l'avez pas perdue parce que vous êtes un bon père qui a fait une erreur. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est juste quelque chose qui s'est passé. » Louis essuya ses yeux. « Je prendrai le travail. Si vous me prenez, je le prendrai. » Sophie sourit, chaleureux et authentique.
Alors, bienvenue à Seconde Chance Construction. Je pense que vous serez excellent. Elle sortit un autre document. Nous collaborons aussi avec un programme de garde d'enfants subventionné. Garde après l'école pour Clara, environnement sûr, aide aux devoirs. C'est inclus dans vos avantages. Louis mit sa tête dans ses mains et pleura. Pas de désespoir. D'espoir. Sophie contourna le bureau, posa une main douce sur son épaule. « Vous m'avez aidé quand j'en avais le plus besoin, » dit-elle doucement. « Laissez-moi faire de même pour vous. » Louis leva les yeux. « Comment vous remercier pour ça? » Sophie sourit. « De la même façon que vous m'avez remercié hier soir, en aidant la prochaine personne qui en a besoin. » Alors que Louis partait, Sophie lui cria. « Monsieur Dubois, cette carte de visite que je vous ai donnée, vous devriez vraiment la lire un jour. » Louis la sortit de son portefeuille, vraiment la regarda. Juge Sophie Moreau, tribunal de grande instance de Créteil. Il regarda en arrière, stupéfait. Je n'en avais vraiment aucune idée. Je sais, dit Sophie. C'est exactement pourquoi je pouvais vous faire confiance. Six mois plus tard, tout avait l'air différent. Avant, réveil de Louis à 4 heures du matin, yeux épuisés, comptant la monnaie à l'épicerie. Après, Louis entrant à Seconde Chance Construction à 8 heures, polo de l'entreprise, ceinture à outils, posture confiante. Avant, Clara mangeant de l'avoine dans une cuisine sombre, Louis la précipitant à l'arrêt de bus, toujours inquiet. Après, Clara dans le programme après l'école, riant avec ses amis. Louis la récupérant à 17h30, détendu et présent. Avant, leur appartement exigu, peinture écaillée, stress dans chaque coin. Après, un modeste mais plus lumineux 2 chambres. Clara avec sa propre chambre, mur peint en lavande, son choix. Louis se tenait devant une classe au centre de formation. 5 stagiaires étaient assis devant lui. Âge différent, background différent, même regard dans les yeux, espoir mélangé au doute. « Aujourd'hui, nous encadrons un mur, » dit Louis, tenant un mètre. « Ça semble simple, non? Mais si vos mesures sont décalées, ne serait-ce que d'un demi-centimètre, rien d'autre ne s'ajustera. » Il démontra. Patient, minutieux, clair. Une femme de 40 ans, Marie, leva la main. « Je n'ai jamais utilisé d'outils électriques, et si je gâche? » Louis sourit. « Alors vous apprendrez. C'est pourquoi nous sommes ici. Je ne connaissais rien de tout ça il y a 6 mois non plus. Vraiment, vraiment. Quelqu'un m'a donné une chance. Maintenant, je vous en donne une. » Les stagiaires regardaient Louis les guider à travers la coupe des montants, vérifier les niveaux, sécuriser les plaques. Il était patient quand ils luttaient, encourageant quand ils doutaient, ferme quand ils avaient besoin de direction. Il se voyait dans chacun d'eux. Dehors, une autre équipe travaillait sur une rénovation. La maison de la famille Durand. Madame Durand, mère célibataire avec 3 enfants, se tenait regardant la transformation. Sa maison était en train de s'effondrer, toit qui fuyait, fenêtres cassées, porche pourrissant. Maintenant, l'équipe de Louis installait de nouvelles fenêtres, remplaçait les planches, repeignait. « Vous nous donnez plus qu'une maison, » dit Madame Durand, des larmes coulant. « Vous nous donnez l'espoir. » Louis sécurisa un cadre de fenêtre, descendit de l'échelle. « Nous faisons juste ce que nous pouvons, madame. Vos enfants méritent un endroit sûr. » Sa plus jeune fille courut vers lui. « Tu es un constructeur? » Louis s'accroupit. « J'apprends à en être un, comme toi tu apprends à l'école. » La fille sourit, puis retourna vers sa mère. Ce soir-là, une équipe de télé locale arriva. Ici Sarah Laurent, France 3 Île-de-France, sur un chantier de Seconde Chance Construction où des vies sont transformées. La caméra balaya le chantier. Louis et ses stagiaires installant une rambarde de porche. Louis Dubois, le coordinateur principal ici, a lui-même reçu une seconde chance il y a 6 mois. Maintenant, il la transmet. La journaliste s'approcha de Louis. « Monsieur Dubois, que signifie ce programme pour vous? » Louis posa sa perceuse. «
Ça signifie que les gens ne sont pas définis par leurs pires moments. Tout le monde mérite une chance de construire quelque chose de mieux, pas seulement des maisons, des vies. Le reportage passa ce week-end. La réponse fut immédiate. Les appels affluèrent, donations, candidatures de bénévoles, familles demandant de l'aide. Un propriétaire d'entreprise de construction appela Sophie directement. « J'ai vu votre gars aux infos. Nous avons embauché 2 de ses stagiaires le mois dernier. Meilleurs ouvriers qu'on ait dû depuis des années. » Sophie sourit. « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Les chiffres racontaient l'histoire. 12 personnes formées en 6 mois. 7 maisons rénovées, 4 placements permanents. Un stagiaire, David, avait lancé sa propre entreprise de bricolage. Une autre, Marie, poursuivait une licence d'entrepreneur. Salaire totaux gagnés par les diplômés, 280 000 €. 23 membres de famille vivant maintenant dans des maisons sûres et rénovées. Mais le vrai impact ne pouvait pas se mesurer en chiffres. C'était dans la fille de Madame Durand faisant ses devoirs à un bureau solide au lieu d'une table bancale. C'était dans la fierté de David montrant à Louis sa première carte de visite. C'était dans les mains de Marie, une fois hésitante, maniant maintenant une scie circulaire avec confiance. C'était dans le visage de Clara quand elle visitait un chantier et que Louis la laissait lui passer des outils. « Qu'est-ce que ça dit, papa ?» demanda-t-elle, pointant la devise de l'entreprise sur le camion. Louis la lut à haute voix. « Nous aidons les gens quand nous le pouvons, c'est ce qui nous rend riches. » Elle le regarda. « C'est ce que tu dis toujours. »« C'est vrai, ma princesse, et maintenant c'est ce que nous disons tous. » 1 an après cette nuit pluvieuse, Louis se retrouva sur le même tronçon d'autoroute. Mais cette fois, tout était différent. C'était dimanche après-midi, même date, anniversaire. Louis conduisait son nouveau camion, encore d'occasion, mais fiable, un véhicule de l'entreprise de Seconde Chance Construction. Clara était assise sur le siège passager, portant sa propre mini-ceinture à outils que Louis lui avait faite pour son anniversaire. « Papa, regarde », dit-elle, pointant devant. « Des warnings. » Une voiture arrêtée sur la bande d'arrêt, capot ouvert. Louis sourit. « Quelqu'un a besoin d'aide. »« On peut s'arrêter ?» demanda Clara. L'histoire de Louis et Sophie nous enseigne que parfois, nos gestes les plus spontanés déterminent notre destin de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Louis pensait juste aider une inconnue en détresse sous la pluie. Il ne savait pas qu'il rencontrait la juge qui, 12 heures plus tard, déciderait de son sort et de celui de sa fille. Leur rencontre nous montre que la bonté authentique ne connaît ni calcul ni agenda. Elle agit simplement parce que c'est juste. La compassion que Louis a montrée sur cette autoroute pluvieuse lui a été rendue au centuple dans cette salle d'audience. Leur histoire prouve que la justice véritable reconnaît le caractère par-delà les erreurs, que les secondes chances et secondes chances existent pour ceux qui les méritent vraiment, et que parfois, aider un étranger peut littéralement sauver notre propre vie. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que nos actes les plus simples peuvent avoir des conséquences extraordinaires. Et dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que la bonté finit toujours par être récompensée? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de la compassion sur le jugement, de l'humanité sur la bureaucratie, du cœur sur la loi.